Merci beaucoup, David. Je t'invite à rester parmi nous et j'invite du coup les autres membres de la table ronde à monter sur l'estrade. Donc Marc-Antoine, Caterina, Étienne et Adrien, s'il vous plaît. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Durand, qui est architecte, maître de conférence à l'ENSA Clermont-Ferrand et chargé de recherche chez LAN. Bonjour Marc-Antoine. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots de LAN, simplement combien de personnes ça représente et quel type de programme? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, oui, Marc-Antoine Durand, donc effectivement chargé de recherche à l'agence LAN. LAN, donc c'est une agence d'architecture qui est basée à Paris. On est entre 30 et 40 en termes d'effectifs. Les projets sur lesquels on travaille, ça va des projets de logement, de bureaux, de plus en plus des projets de transformation, de rénovation. Donc, par exemple, là, récemment, une tour à Paris, et puis aussi des projets d'équipement culturel, type théâtre, par exemple. Merci. Bonjour à Katerina Kuzmenko. Donc, Katerina, vous êtes architecte, mais vous avez fait un doctorat à CIFRE, mais plutôt avec une coloration ingénieur, puisque vous êtes docteur de l'École des ponts et chaussées. Et vous êtes devenu responsable du pôle R&D de l'agence qui vous accueillait en CIFRE, qui est donc l'agence Cardam. Donc, pareil, est-ce qu'en 2 petits mots, vous pouvez présenter Cardam? Ok, c'est bon. Merci. Merci de m'accueillir. Donc, Cardam, c'est un grand groupe français indépendant multimétier. Et Cardam Architecture, ça fait une grande partie de ce groupe-là. Donc, ça rassemble une centaine d'architectes partout en France. Et on travaille sur tout type de programmes du logement, d'équipement culturel, équipement industriel, aéroportuaire, voilà. Merci. Bienvenue à Adrien Ravon, qui est donc architecte, enseignant et chercheur à la faculté d'architecture de Delft. Donc, il nous fait le plaisir de venir depuis les Pays-Bas, donc on le remercie vraiment particulièrement, et qui est chargé de recherche à The Why Factory. Donc, pareil, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est The Why Factory? Oui, bonjour, donc je m'appelle Adrien Ravon, je suis très content d'être là. Donc la Why Factory, c'est le think tank qui est lié qui est en relation avec l'agence MVRDV. Donc l'agence est basée à Rotterdam, dirigée par 3 directeurs. Et le think tank est dirigé par Winnie Maas, l'un des 3 directeurs, et il est basé dans la faculté de Delft, dans l'université technologique de Delft. Voilà. Oui, aussi, ouais. Enfin, voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis enfin, merci Étienne Rio d'être parmi nous. Donc, vous êtes docteur en urbanisme et directeur de la recherche appliquée et de l'innovation de PCA Stream. Oui, merci pour votre invitation. PCA Stream, c'est une agence qui a été fondée il y a 20 ans par Philippe Chiambaretta. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 100 personnes. On est en forte croissance depuis quelques années, avec une spécialisation au début sur les questions tertiaires. Et désormais, on travaille aussi sur les équipements publics, puisqu'on crée des nouveaux campus ou des musées. Et puis, on commence à développer aussi l'échelle urbaine avec le projet des Champs-Élysées qui nous a permis d'embrasser la logique de l'échelle de l'urbanisme, qui n'était pas un cœur de métier initial. Merci beaucoup. Alors, du coup, cette table ronde va se dérouler en différents temps. D'abord, on va se poser la question de la définition de ce qu'est la recherche au sein de ces différentes agences et de ces différents pôles de recherche et développement. Ensuite, on s'intéressera un peu à la structuration qu'ont ces pôles au sein des agences. Donc, est-ce qu'on est sur des structurations thématiques ou programmatiques, etc. Et puis, après, on regardera un peu les méthodes et les outils qui sont développés en faisant un petit focus aussi sur le type de résultats et de livrables qui vont pouvoir être mis en place. Donc, pour ce faire et pour répondre à cette première question, la définition de la recherche,
au sein de vos structures respectives. On vous a proposé, pour ceux qui le souhaitaient, de répondre au travers d'un petit PowerPoint de 5 minutes très court. Donc, c'est pour ça que David a eu le droit à un petit rab voilà, par rapport au temps où on sait qu'on a tous été très cadrés. Du coup, je vais laisser la parole peut-être dans un premier temps à Marc-Antoine. On va éteindre les lumières le temps des présentations et ensuite, on rallumera pour les échanges. Oui, voilà. Alors la recherche, c'est là, donc c'est quelque chose de relativement nouveau, hein, puisque c'est quelque chose, voilà, qu'on a. En fait, c'est plutôt pour le moment, on va dire, une discussion, c'est-à-dire que ça a débuté l'année dernière, donc en vraiment tout début d'année, fin 2019, début 2020, sous la forme d'une discussion avec Umberto Napolitano, Benoît Jalon, qui sont les 2 associés, et Maxime Enrico, qui est donc un chef de projet historique, quelqu'un qui a vraiment un historique de l'agence. Et donc, moi qui suis donc un parcours qui est on va dire un peu plus académique, puisque je suis donc maître de conférence, je fais partie déjà de laboratoire de recherche depuis longtemps, donc j'ai cette formation-là. Donc ça prend la forme d'une discussion où on se pose des questions assez simples, c'est-à-dire déjà, est-ce que la recherche, ça permet de faire des meilleurs projets ? Ou comment est-ce que la recherche, ça permet de faire des meilleurs projets? Et puis, peut-être plus de mon côté, est-ce que l'écosystème de l'agence, ça permet de faire la recherche différemment? C'est-à-dire, est-ce que les sujets de l'agence, les moyens de l'agence, les outils de l'agence permettent de faire autre chose? Donc, notamment sur la question des livrables, hein, c'est effectivement une question qui était soulignée, qui était très intéressante, parce qu'on ne produit pas du tout la même chose. Enfin, en tout cas, ce qu'on a commencé à mettre en place, on ne produit pas du tout la même chose. Et donc, les premiers 6 mois, finalement, c'était vraiment une discussion, se dire comment est-ce que, déjà, est-ce qu'on a des thèmes un peu propres à l'agence, donc en termes d'échanges. Donc, on a identifié là, vous voyez, donc, par exemple, trois thèmes, on pourrait dire trois axes, 3 thèmes, qui sont à la fois des thématiques qui font partie des questionnements de l'agence depuis déjà un certain temps, et des thématiques vers lesquelles en fait l'agence veut poursuivre, veut prolonger. Donc une thématique qui est plutôt propre à la question du faire la ville, avec des questionnements sur un véritable attachement aussi, hein, de l'agence de par sa composante franco-italienne, on va dire une question de la ville, de l'urbanité et de faire de l'architecture en ville ou faire de l'architecture de la ville. Une question sur la question de la typologie, de l'évolution des typologies, des croisements de typologie, de la réversibilité de la typologie, donc qui questionne plus loin les espaces, les espaces de demain. Et puis une autre thématique qui est plus propre à la question simplement des outils pour penser, représenter l'architecture. Donc j'ai juste mis quelques images. Donc c'est vrai que les discussions, elles sont dans l'agence en tout cas, elles sont vraiment parties de ce travail sur Haussmann, qui est une. Alors est-ce que c'est une recherche? En tout cas, c'est une production de connaissances qui part au départ d'un projet, hein, d'un projet de logement dans le 17e arrondissement et qui est venu ensuite questionner à une échelle un peu plus grande finalement le rapport ou questionner à partir du XXIe siècle et du temps de ce concours l'héritage haussmannien. Qui est donc d'abord en fait un projet, ensuite une exposition, puis ensuite un livre. Quand on commence à vraiment réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose dans l'agence qui permette de poursuivre ces investigations et peut-être de les emmener ailleurs, de les formaliser, on a un autre sujet qui est plutôt un travail sur Naples, sur finalement l'héritage moderne napolitain et de voir comment finalement la ville elle-même a accompagné la formalisation d'une production moderne qui serait spécifique. Et donc là, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire ça commence par un livre qui va devenir une exposition et qui, on ne sait pas, peut-être va aller vers quelque chose qui va de l'ordre du projet. Et puis j'ai choisi une autre image aussi qui est donc là, plutôt quelque chose qui évoque la manière dont on travaille, c'est-à-dire sur ces questions des typologies, c'est-à-dire qu'il y a, mais ça on va sans doute en reparler, c'est-à-dire que c'est un travail un peu qui va dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il y a un travail un peu évaluatif. C'est-à-dire c'est une agence, donc l'ANE qui a 20 ans l'année prochaine, donc qui a déjà une production et pour qui finalement la recherche
une des possibilités qu'offre la recherche, c'est aussi de travailler à des outils d'évaluation finalement de sa propre recherche, de sa propre production, de voir un peu, de comprendre ses propres évolutions, éventuellement de les croiser. Par exemple, on avait fait un travail croisé avec l'agence Lucan, CLR Lucan, sur les questions de logement, justement sur une période comme ça de 2 décennies. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir et de penser à des outils qui sont plutôt de l'ordre prospectif, quoi. Donc de dire bon, bah, comment est-ce qu'on peut penser, une fois qu'on a identifié les typologies, donc ça a été fait sur la question du théâtre, avec le théâtre du Magnon par exemple, aussi sur des questions de logement. Donc voilà, donc il y a un peu ce double sens qu'évoquait tout à l'heure Dimitri Touanos, qui peut être, qui pour nous est assez intéressant. Après, il y a d'autres sujets. Je tiens à dire que, juste avant de passer la parole, que sur la question des livrables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, on voit que c'est plutôt pour le moment des choses qui se font par petites touches, c'est-à-dire c'est des outils à l'intérieur de l'agence. C'est parfois répondre à des appels à contribution pour écrire un article. C'est faire un livre, faire une exposition. Donc, par exemple, l'exposition, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait dans la recherche académique, ce par quoi on rentre. Et c'est aussi des questions qui est un peu le troisième pied de recherche pratique, mais il y a aussi la question de l'enseignement qui est intéressante, puisque finalement, moi j'enseigne, Umberto enseigne, Maxime a enseigné. Donc il y a aussi cette question-là, et tout d'un coup, c'est aussi une question intermédiaire de se dire, bon, bah, finalement, comment est-ce que dans l'agence, on peut aussi réfléchir à des questions de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'enseignement, comment l'enseignement peut aussi nourrir ce travail qui est un petit peu entre les choses. Donc, pour conclure, je dirais que je ne sais pas encore si on est dans une production de recherche en agence. En tout cas, on est dans la production de quelque chose qui est entre du projet et de la recherche, et qui prend des formes assez stimulantes, encore assez hybrides, mais qui sont tout à fait intéressantes. Ouais. Merci. Ouais, merci. Oui, bonjour. Donc, comme je viens de me présenter, je suis responsable R&D de partie architecture de groupe Cardam. Et donc, groupe Cardam, c'est un très grand groupe en fait qui rassemble 400 collaborateurs. Et Cardam consacre 1% de son chiffre d'affaires à R&D chaque année. Et donc, en fait, ça s'est traduit sur plusieurs axes de réflexion, notamment penser le bâtiment et la ville de demain, l'évolution des espaces de travail, le digital dans l'industrie du mobilier. Et donc, moi, je m'occupe de justement la première partie, qui est un pôle de recherche et développement de partie architecture et ingénierie, qui pour moi se traduit sur 3 grandes thématiques, si on peut dire. Donc, la première, c'est de conception, penser des nouvelles méthodes de conception, les nouvelles approches numériques à la conception qu'on peut avoir, et justement l'hybridation des pratiques qu'on peut avoir au sein de grandes agences. Donc la fusion entre l'architecture et l'ingénierie, voilà. Ensuite, on réfléchit beaucoup sur les nouveaux matériaux et procédés de construction. Et donc, notamment, on avait un grand projet qui était mené dans le cadre de Mathe-Cifre, donc où on s'intéressait à l'automatisation de la construction, qui est menée à développement de nouveaux systèmes de constructifs qui sont produits avec l'impression 3D béton et qui permettent de réduire à presque 50% d'impact des structures en béton. Voilà, et donc la dernière et la plus grande partie, je pense que la plus importante pour l'R&D, c'est de réflexion, et donc de faire en sorte que toutes ces nouvelles méthodes de construction et de conception s'inscrivent dans l'histoire et la théorie d'architecture, et notamment dans le champ épistémologique. Et donc ça se concrétise par la production intellectuelle, notamment les rédactions des livres, les publications scientifiques. Et donc là, vous avez une série de productions, voilà, les certaines publications qu'on a pu faire en ce court temps. Merci. C'est bon. Ah oui, s'il te plaît. Super. Il est dedans? Oui, enfin, Ah oui. il faut sortir et après prendre le bord.
Donc oui, la Why Factory, donc ça fait 10 ans que je travaille à la Why Factory aux côtés de Vinny Mas, donc c'est le professeur et le directeur. Et en fait, on travaille sur les villes du futur ou le futur des villes. C'est sur cette question qu'on se focalise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la recherche, de l'enseignement, et puis on essaye de faire de l'engagement avec du public. C'est un des 3 aspects de notre approche. Donc c'est ce think tank, donc ce laboratoire d'idées qui est basé à l'université de Delft, donc sur un campus scientifique. Et c'est aussi une entité qui voyage beaucoup et qui fait des collaborations à l'international avec différentes institutions, différentes universités. Et en fait, c'est né donc de la rencontre entre MPRDV et la TU Delft lorsque Vinny a été nommé professeur donc, à la faculté de Delft et a décidé en fait d'amener toute la recherche qui était en train de se faire à MPRDV, de l'amener dans cette université publique de Delft. Donc, on travaille avec des étudiants de master, on fait de la recherche avec eux. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est que toute la recherche qu'on fait avec nos étudiants au sein de ce think tank, c'est de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, on travaille beaucoup sur cette idée de dissémination, d'engagement avec le public, et ça, on le fait à travers toute une série de publications qui ne sont pas des publications scientifiques, au contraire, mais qui sont censées être accessibles au plus grand nombre. On essaye de sortir aussi en dehors des murs de l'université par des expositions comme avec le Vertical Village pour City et tout ça, de faire des tests, des prototypes et d'inviter aussi le public à interagir avec toutes ces questions qu'on se pose et à s'engager dans la fabrication de la ville du futur. Donc comme à Eindhoven ou à Marseille par exemple pour Manifesta. Et en fait, et je vais peut-être m'arrêter là, on travaille aussi on teste des scénarios, on les visualise, on travaille avec des modèles et on essaye de mesurer l'impact de ces scénarios à une échelle planétaire et de mesurer cet impact. Et voilà, et ça c'est une question qui est de plus en plus urgente, on va dire, par exemple par rapport à toutes ces urgences planétaires dont on a beaucoup plus conscience aujourd'hui et qui sont beaucoup plus pressantes. Donc c'est vrai qu'on regarde tout ce qu'on fait avec l'impact à l'échelle de la planète. Je vais peut-être m'arrêter ici. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Étienne, on rallume la lumière ou vous voulez... Non, je n'ai pas de PowerPoint, vous m'en excuserez. Ou pas d'ailleurs, parce que souvent les PowerPoint, c'est comme Zoom et Teams. Alors pour nous, au niveau de l'agence, on est une équipe de 6 personnes dédiées entièrement à la recherche. C'est un pôle recherche avec 2 personnes qui travaillent plutôt sur le dialogue théorique et scientifique autour de la revue Stream, qui est l'initiative de recherche qui a été lancée il y a presque 15 ans par Philippe Chiambaretta et qui a permis en fait de développer une culture scientifique au sein de l'agence, mais aussi une culture du dialogue avec les chercheurs pour pouvoir cheminer ensemble sur différents thèmes de recherche. Les thèmes de recherche qui sont traités dans chaque numéro de Stream sont totalement indépendants des projets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à refléter la pratique, néanmoins ils peuvent impulser une réflexion et amener différents éléments de réflexion scientifique qui vont percoler dans certains de nos projets. Et puis, il y a un peu plus de 3-4 ans, Philippe a souhaité renforcer le maillage entre ce dialogue théorique et la pratique de l'agence. Et donc, il y a 2 ans, on a fondé la direction de la recherche appliquée et de l'innovation, qui aujourd'hui regroupe donc 6 personnes, avec 4 personnes qui, elles, sont dédiées complètement aux applications. On a des axes de recherche qui sont nés un peu comme dans un laboratoire, c'est-à-dire qui sont nés aussi à la fois par opportunisme, parce qu'on voit qu'on a des questions qu'on se pose qui sont récurrentes et qu'il faut essayer de traiter. Pour ça, on a 2 grandes vibrations. Une première qui est celle autour de la compréhension des usages et de leur transformation. La deuxième grande vibration, c'est celle de la stratégie environnementale. Ça veut dire quoi une stratégie environnementale? Comment ça se met en œuvre? Et ces vibrations, on les retrouve sur nos 5 axes de recherche. Le premier, c'est celui de l'anticipation du travail demain, puisqu'on est une agence qui produit beaucoup d'espaces tertiaires. Donc, on essaie de comprendre comment le travail est en train de muter, qu'est-ce que ça va faire aux personnes et aux espaces dans lesquels elles s'organisent. Le deuxième axe, c'est celui de la ville-métabolisme, alors très différent, qui traite autant de l'approche du métabolisme urbain pour saisir la complexité de la fabrication de la ville, mais aussi de la fragilité de la ville. Nous, on ne travaille pas trop sur la résilience, on préfère travailler sur la fragilité.
troisième élément qui est celui du post-carbone, qui englobe autant les enjeux bas carbone, énergétiques et matériaux. Le quatrième axe est celui du paysage et de la biodiversité. Et enfin, le cinquième est plus de l'ordre des méthodes et de la qualité, qui est autour du design technologie, c'est-à-dire du recours aux technologies dans la pratique architecturale. Voilà ce que nous faisons, et nous le faisons en partenariat évidemment avec des laboratoires, des écoles. On a travaillé autant avec des écoles à l'étranger que désormais avec des partenaires plus rapprochés, avec Paris Sciences et Lettres et Université Gustave Eiffel. Merci à tous pour cette première entrée, en plus qui donne vraiment une grande ouverture sur ce dont on va pouvoir discuter après. Alors déjà, peut-être une première question, peut-être plus pour Étienne, Marc-Antoine et Adrien. C'est donc notamment Étienne, là vous avez listé les différents axes que vous avez au sein de l'agence, mais comment pour vous est structurée cette recherche? Est-ce qu'elle est structurée par axe thématique? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est le projet qui a déterminé la structuration de ces axes, ou voilà, dans quel ordre ça s'est lancé? Ça, c'est ma première partie de ma question. Et après, comment vous intégrez les missions de recherche au sein du travail que vous avez en agence? Est-ce que vous le valorisez sous forme de missions de consulting? Est-ce que c'est des missions qui sont de recherche qui sont encapsulées dans le projet? Enfin voilà, comment ça se structure? Je vais faire très vite parce que la réponse était déjà dans la question. Nous, c'est vrai que ce n'est pas une recherche architecturale au sens propre du terme, c'est une activité de recherche dans une agence d'architecture, considérant que c'est un métier en plus. Comme il y a des architectes d'intérieur, des designers, des fonctions administratives, il y a aussi des fonctions de recherche. Ce qui explique que l'agenda de cette recherche, il est hybride. Il naît autant d'impulsions qu'on peut organiser, parce qu'on sent qu'il y a un verrou, une question, quelque chose que l'on doit traiter, que cela va avoir un effet sur les projets, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement autonome par rapport aux engagements de l'agence de longue date. Pour ce qui est de la manière dont on le pratique, donc tout ce qui est dialogue théorique, donc la revue Stream est complètement indépendant et autonome. Il n'y a pas du tout, ça ne percole pas en amont par les projets. En revanche, dans les opérations que je conduis au quotidien, on est encapsulé dans les projets, c'est-à-dire qu'on est formellement vendu dans les méthodes de projet pour pouvoir plus souvent en amont, très en amont des projets pour traiter des questions qui vont être spécifiques à une typologie ou à une question que se pose un de nos clients. Et par ailleurs, en complément de ça, on a des missions de conseil qui sont, elles, autonomes des projets architecturaux, mais pour lesquelles on vient nous chercher parce qu'on mobilise les méthodes des sciences sociales au service de questions de nos clients étant très souvent soit des investisseurs, des foncières ou des grands utilisateurs qui se posent des questions sur le devenir du monde du travail, sur le devenir de telle ou telle question qui sont propres à leur secteur. Et donc là, en tant qu'agence d'architecture, on fait quelque chose qui est un petit peu à la marge, c'est-à-dire qu'on considère aussi qu'on est un ensemblier de différentes recherches qui nous permettent de pouvoir répondre à des questions que se posent nos clients. Est-ce que peut-être, oui, Marc-Antoine ou Adrien peut Oui, alors pour nous, donc, comme je disais, ça fonctionne assez partout. Néanmoins, il y a quand même différentes modalités. Il y a effectivement, ça fonctionne soit par projet, c'est-à-dire que le livrable devient un projet et donc on va se mettre à travailler dessus. Alors ça peut arriver, par exemple, dans notre troisième axe qui est plutôt sur les outils, la représentation de la conception. On a par exemple une recherche qui est, comme tu dirais, encapsulée dans une recherche projet qui est plutôt sur du travail de maquette, de la maquette au prototype, sur des questions de façade épaisse, de façade interface qui ont été beaucoup mobilisées ces derniers temps. Donc là, c'est un autre type finalement de recherche. Donc il y a un petit peu ces deux choses-là. Puis il y a une recherche en continu qui est la recherche par nos carnets typologiques, c'est-à-dire qu'il y a la recherche évaluative qui elle, est beaucoup plus en continu et qui peut être remobilisée peut-être parfois à des temps de concours quand on aborde tel programme. Dans ce cas-là, on va peut-être remobiliser peut-être davantage ce carnet typologique plus précis, mais ça, c'est plutôt en continu. Donc il y a plutôt 3 modalités indépendantes par projet, associées à un travail de projet ou en continu.
Ok. Nous, on travaille beaucoup par série, en fait, donc sur cette question de la ville du futur. On va se focaliser sur un sujet. Ça peut être un sujet lié à la mobilité, à la végétalisation des bâtiments et des villes, à des questions de logement, des questions de nouveaux matériaux, sur la porosité et tout ça, etc., etc. Et donc, on va se focaliser là-dessus, essayer de développer une recherche sur cette question. Donc, on va isoler un petit peu les questions sur le futur des villes et se concentrer là-dessus. Voilà. Il y a cette idée aussi que c'est un petit peu différent parce que donc Vigny avait fait le choix de sortir un petit peu cette recherche de l'agence et de l'emmener à la WiFactory. Donc, on est moins connecté dans ce sens-là avec l'agence. Et du coup, pourquoi vous choisissez la mobilité ou tel aspect? C'est vraiment parce que vous redécoupez au sein d'une grande thématique. Pourquoi prendre tel ou tel axe au départ, en fait? Exact. Mais si on redécoupe, justement, quoi, vous l'avez très bien formulé, c'est ça. Donc, on a envie de se focaliser, se focaliser sur un scénario, aller jusqu'au bout de ce scénario. Ça peut être des scénarios aussi qui sont d'actualité pour répondre à des questions qu'on se pose. Et puis, on va se focaliser là-dessus et explorer quels sont les potentiels et les limites de ce scénario. Et du coup, une question encore pour vous, Adrien. Donc, il y a effectivement cette particularité. La recherche est finalement sortie de l'agence MVRDV. Aujourd'hui, on a cru comprendre qu'il y avait un pôle recherche qui est en train de se structurer au sein même de la MVRDV. Comment est-ce que vous interprétez ce phénomène? Est-ce que ça correspond justement à une valorisation de la recherche au sein des agences d'architecture qui est en train de prendre de l'ampleur, ou à quoi est-ce que vous assimilez Plusieurs choses. En fait, donc, à la WiFactory, on travaillait beaucoup avec les outils computationnels, avec une approche computationnelle. Et puis, c'est quelque chose que MPRDV est en train de faire aujourd'hui et dont je me suis occupé avec le lien entre WiFactory et MPRDV pour créer ce laboratoire, on va dire. Au début, c'était un coin dans l'agence où il y avait quelques personnes qui travaillaient avec les outils computationnels. Et l'idée, c'était de révéler, d'établir et de consolider toute cette culture digitale au sein de l'agence. Aussi par le fait que l'agence, il y a 10 ans, je crois qu'ils étaient 45 et aujourd'hui, ils sont 280. Donc, la valeur de ces outils numériques est beaucoup plus comprise. Et voilà. Merci. On va peut-être revenir un peu justement sur cette notion de définition de ce qu'on entend par recherche. Tout à l'heure, David nous a déjà donné pas mal de réflexions en fait sur cette notion-là, recherche appliquée, cette notion de développement aussi que vous avez mis beaucoup en exergue. Et du coup, ça c'est une question peut-être un peu générale à qui souhaite répondre. Comment est-ce que vous définiriez donc les types de recherche que vous effectuez? Est-ce que vous êtes plutôt sur de la recherche appliquée, de la recherche fondamentale? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Et après, dans la continuité, est-ce que pour vous, ce sont des types de recherche qui seront figés, c'est-à-dire que vous ferez toujours ce type de recherche au sein de vos pôles de recherche dans les agences, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer avec la structuration du pôle de recherche? Bon, merci pour la question. Moi, je pense que le rôle de la recherche, c'est d'interroger nos pratiques, donc à la fois les pratiques de conception, mais aussi les pratiques de construction, et construire, et à partir de ça, donc à partir de cette interrogation, c'est construire un discours qui permet de s'inscrire en fait dans les questionnements justement qui sont aujourd'hui adressés à un secteur de construction, qui sont nombreux. Et donc, à la fois, voilà, donc c'est l'interrogation de nos pratiques des architectes, mais c'est aussi pouvoir de répondre aux questions de la part des clients qui s'interrogent également, en fait, sur l'évolution de la ville, l'évolution des espaces de travail et de toutes les mutations de la ville, en fait, qu'on est en train de voir, qu'on est en train de vivre. Et moi, je pense que la recherche devrait pouvoir répondre à ces questions-là, de point de vue théorique, donc celle de construire le discours, mais aussi accompagner la pratique, d'où la D de la recherche et développement, c'est-à-dire un développement des réponses en fait et des solutions assez techniques et assez concrètes pour accompagner ces changements.
Oui, c'est vrai que de notre côté, on assume assez fortement le fait de ne pas faire de recherche fondamentale, considérant que c'est le travail des laboratoires, et de faire une recherche à visée applicative, même si avec Stream, on a on va dire un dialogue théorique. Alors, moi qui suis praticien de la recherche, je fais très attention, même si mes collègues parfois confondent, hein. Ils me disent on fait de la recherche fondamentale quand on fait Stream. Non, c'est du dialogue théorique. Donc, ça nous permet de pouvoir quand même dresser sur une thématique particulière des liens, enfin des ponts avec avec des théoriciens, des chercheurs qui nous amènent justement des cadres théoriques ou issus de recherche fondamentale nous permettant de faire évoluer la pratique derrière. Ensuite, au quotidien, on fait plutôt une recherche appliquée. De par le temps de l'entreprise, qui est un temps beaucoup plus court et qui appelle notamment à mettre en place des projets qui soient réalisables, livrables, parfois frustrants parce que du coup on n'a pas assez de temps. Et puis sur le long terme, on sait en revanche que notre pratique va muter parce que c'est un peu un effet vertueux. Au fur et à mesure que le métier de la recherche est considéré, métier dans une agence d'architecture, que nos clients sont prêts à payer pour faire des actions de recherche. Je n'ai pas peur de ces mots-là, même s'ils peuvent être parfois controversés. Ça nous permet aussi du coup de gagner beaucoup plus en autonomie et en temps pour faire les choses, et donc de pouvoir aller peut-être plus vers du développement ou de la mise au point, qui est une des visées aussi des recherches qu'on engage. Je parle au niveau des matériaux, des procédés constructifs, voire d'innovation technologique. Donc ça, c'est des choses auxquelles on se prépare, mais ça nécessite quand même un certain appareillage. C'est-à-dire que ça nécessite à la fois d'avoir des compétences techniques de pointe dans une équipe ou des partenariats industriels de pointe nous permettant de pouvoir développer et mettre au point ce qu'on engage. Donc on se prépare à cette évolution. Pardon, oui, c'est bon. Oui, je trouve ça très intéressant, cette notion de la question de la commande que vous évoquiez, Katharina, et puis la question du financement, bien sûr, Étienne, qui est assez fondamentale dans nos domaines. Maintenant, peut-être une question un peu plus, plus ouverte. Quelle différence est-ce que vous pouvez faire entre la recherche et le développement au sein de vos agences? Comment est-ce que vous définissez cette différence, en fait? Je pensais notamment peut-être à Marc-Antoine sur cet aspect-là, qui est quelque chose qui est peut-être plus émergent chez l'Anne. Donc, c'est une hypothèse, hein, S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... On n'est pas forcément les mieux placés pour quoi. Oui, pour développer ces questions-là. Tu ne peux pas prolonger ce que tu disais tout à l'heure? Moi? Oui. Sur la question de recherche, sur la différence oui. entre la recherche et le développement. Déjà, est-ce que ça avait l'air d'être assez structuré en fait déjà? Oui, je ne peux pas dire que c'est vraiment structuré, donc c'est toujours en cours de structuration, mais c'est vrai que la différence, en tout cas c'est la manière dont je le vois, la différence entre la recherche et le développement, c'est la recherche, c'est le questionnement, c'est le processus d'interrogation en fait, théorique de nos pratiques, alors que le développement elle est censé apporter des solutions plus techniques et les réponses concrètes. Donc, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très technique. Donc, ça peut être un diagramme, un outil assez conceptuel, en fait. Je pense que, voilà, dont parlait, par exemple, David dans sa présentation. Donc, ça peut être les outils très théoriques, très diagrammatiques ou quelque chose de l'ordre de juste organisation, en fait, structuration de la réponse. Mais ça peut être aussi les réponses très techniques, donc comme par exemple, on a pu avoir dans le cadre de ma thèse qui a mené à un développement d'un nouvel système constructif, donc c'est-à-dire un mur qu'on peut mettre sur le chantier et de dire voilà, ça répond à une demande aujourd'hui de réduction d'empreinte carbone de secteur de construction. Et donc, ce développement
des réponses techniques en fait aux questions. En fait, ça peut passer par les plusieurs champs. Donc, ça peut être à la fois la recherche fondamentale, ça peut être la recherche appliquée, ça peut être le recours des sciences des ingénieurs, mais ça peut être aussi le recours aux outils théoriques de l'architecte. Donc voilà, je pense que c'est à chacun de définir, définir son propre outil en fait. Voilà, mais pour moi, ça se concrétise en développement des outils. Merci. Peut-être Étienne, vous vouliez répondre? Oui. Allez-y, c'est bienvenu. Pour aller dans le même sens, juste que la partie recherche arrive toujours en amont, évidemment. Cette partie développement, elle n'est pas automatique ni systématique quand l'agence structure sa direction de recherche, parce que ça mobilise beaucoup d'investissements si on veut le faire. Et en général, il vaut mieux prendre ce risque quand on a déjà pas mal déblayé les enjeux, posé les questions, structurer les partenariats scientifiques aussi, qui peuvent nous permettre d'avoir toute l'énergie nécessaire pour aboutir. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Moi, le second, il marche aussi, je crois. Une question qu'on se pose, c'est est-ce que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la recherche arrive toujours en amont du développement, est-ce que, donc effectivement, c'est le principe rationnel, lié plutôt aux questions de sciences dures, et on se pose quand même cette question qui n'est pas résolue. Si on ne peut pas être face à une situation où il y a un verrou technique qui est assez concret et on ne sait pas faire, on regarde dans la littérature, on ne trouve pas, et on se met tout de suite, sans forcément avoir toute une théorie constituée, à faire les mains dans le cambouis, entre guillemets, de l'expérimentation. Et c'est quand même plutôt comme ça que l'agence est structurée. Et du coup, petit à petit, le temps passe, on a expérimenté ça, on se dit, mais en fait, peut-être qu'il y a besoin de faire changer le prisme. Et donc, nous, dans le schéma, en tout cas, pour l'instant, ça va dans les deux sens. Même si on voit bien que quand on est expertisé par les experts du crédit impôt recherche, pour eux, c'est du R vers le D. Et je pense que c'est pas forcément cohérent avec la manière dont l'esprit d'un architecte fonctionne et que ça pose problème. Ces questions de définition c'est quoi R et D avec le truc intermédiaire de recherche appliquée. Et que ça serait bien de pouvoir continuer à en débattre et à clarifier ça, parce qu'on est jugé par des gens qui jugent des gens qui font des voitures, en fait. Et c'est pas du tout le même process. Donc parfois, on peut dire un bâtiment, il y a des process similaires pour certaines questions, la façade, etc. Peut-être la thèse de tout à l'heure sur la façade végétale chez Chartier-Dalix. Mais il y a aussi d'autres process qui sont pas du tout industriels et qui sont plus liés quand même à la part créative et d'exploration du monde, etc. Et qui, eux, je pense, peuvent pas être jugés à l'aune du process industriel. Oui, et puis ça reboucle effectivement avec ce que disait Delphine Lewandowski tout à l'heure sur le fait que c'était peut-être aussi parce qu'elle arrivait par le prisme de l'architecture que ça pouvait débloquer et arriver à faire un prototype extrêmement rapidement, alors que dans d'autres dispositifs, ça aurait été peut-être plus compliqué. Il aurait peut-être fallu passer plus par le R plus longtemps, on va dire. Justement, une question pour vous, David et Katharina. Donc, je voudrais un peu savoir comment, si selon vous, tel est le cas, les méthodes que vous avez développées pendant votre doctorat et pendant votre formation d'architecte ont influencé votre pratique de la recherche au sein de vos agences. Oui, donc moi j'ai fait une thèse avec Paolo Amaldi, ici présent, qui est une thèse de recherche fondamentale sur la question de la création, la manière dont les architectes créent, et qui s'appuyait sur un corpus historique de 4 architectes très connus, Aldo Rossi, Cedric Price, Buckminster Fuller et Constant qui est plus un artiste. Et donc, ça m'a appris des méthodes de recherche, des méthodes de problématisation, bien sûr, que j'utilise dans d'autres sujets qui ne sont pas du tout liés à ça. Mais je pense que l'intérêt, c'était une thèse sur le projet, donc de mieux comprendre cette activité-là et la manière dont comment elle fonctionne, comment elle produit, ça me permet, je pense, de mieux arriver à faire cet aller-retour entre pratique et théorie, en fait.
C'est des architectes que j'ai étudiés qui étaient eux-mêmes dans une posture d'essayer de théoriser leur pratique, donc qui étaient dans une posture réflexive, Aldo Rossi particulièrement, mais Buckminster Fuller aussi. Et donc, voilà, donc c'est aussi que mon corpus était lié à des praticiens qui essayaient de faire théorie et de ne pas être juste dans le côté le poète qui crée, mais qui essaie de définir des concepts, des méthodes aussi, Aldo Rossi notamment. Et donc, je pense que c'est d'avoir observé ça qui m'aide à structurer aujourd'hui ce lien entre pratique et théorie, et entre les solutions et les questions, comme tu disais, Katharina. Merci. Donc, moi, c'est vrai que je viens de milieu scientifique des sciences dures. Et donc, la recherche fondamentale, dans mon cas, c'était les maths et la physique. Et donc, en fait, ça s'est concrétisé à modélisation. Donc, en termes classiques de la science, c'est-à-dire on prend un phénomène, on essaie de le comprendre, on essaie de le concrétiser dans les termes mathématiques, comprendre les paramètres principaux et dire comment telle ou telle chose fonctionne. Voilà, donc ça amène à une sorte de, je pense, du coup, j'étais assez influencée par cette méthode-là, et donc systématiquement, quand je suis amenée à étudier le nouvel phénomène ou nouvelle question en architecture, donc je fais un recours à cette démarche-là. Donc, je ne formule pas forcément mathématiquement toutes mes questions-là, mais globalement, la démarche de modélisation scientifique, je pense que c'est une manière dont moi j'aborde la recherche, et donc c'est comme ça que la question de la recherche fondamentale il est présent dans notre pratique. Et donc à la fin, une fois qu'on a compris le phénomène, on essaye de donner les paramètres principaux au praticien et de dire faites attention à ça, à ça et ça. Et donc en fait c'est une méthode assez générique qui permet justement de comprendre l'essentiel du sujet qu'on étudie, que ce soit la science sociale, la science dure ou la science environnementale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout de ce qui touche les sciences environnementales et les problèmes environnementaux qui on est confrontés, la démarche de modélisation, je pense que c'est une des meilleures manières d'aborder les questions, donc notamment par l'analyse du cycle de vie qui nous permet très rapidement de comprendre comment faire mieux notre métier si on veut répondre à cette question. Merci. On va peut-être maintenant parler un petit peu de ce rapport de la recherche au projet, au AU ou AUX. On a vu avec Pierre Clément ce matin que ça posait aussi des questions d'axes dans lesquels on prend cette terminologie. Et donc, par rapport à cette question de la recherche au projet, il y avait peut-être 3 grandes thématiques qui nous paraissaient intéressantes d'aborder. D'abord, la question du profil et des compétences recherchées par les personnes qui travaillent au sein de pôles recherche dans des agences d'architecture. Après, plus des questions de méthode et enfin d'outils. Donc, sur la question du profil et des compétences, là, j'avais une question, enfin des questions peut-être un peu plus pour David et Étienne sur comment la recherche interagit, selon vous, avec les concepteurs et collaborateurs au sein de vos agences. Et est-ce que certains collaborateurs travaillent entre les deux mondes, donc entre la recherche et l'opérationnel, ou est-ce que ce sont des profils extrêmement séparés? Et en d'autres termes, en fait, comment la recherche est intégrée aux activités de projet et inversement? Oui, sur les recrutements, on fait assez attention à avoir on est assez attentif à qui on recrute. On veut des personnes qui ont souvent des doubles cursus. Déjà, et puis des personnes aussi qui ont une véritable appétence pour la recherche, c'est-à-dire soit c'est des personnes qui ont pu le faire dans le cadre de leur formation, soit c'est des personnes notamment pour les profils archi qui ont fait les post-master recherche, parce qu'on sait que du coup ils savent faire une bibliographie, poser une problématique, conduire un projet de recherche. C'est tout bête, mais ça joue beaucoup. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, par rapport à l'agence même, alors je pense qu'il n'y a pas de règle, je dis juste un retour d'expérience. Moi, je suis un peu pénible avec les collaborateurs pour leur dire il faut absolument évangéliser toute l'agence. Donc, on parle avec tout le monde.
on ne peut pas considérer que la recherche ne peut être faite qu'avec les directeurs ou les chefs de projet, etc. Parce qu'on doit faire face à une perception d'un métier qui n'est pas toujours très bien connu dans les agences. Et donc déjà, on m'a déjà posé la question pourquoi j'avais pas une blouse. Quand on s'adresse aux chercheurs, souvent c'est comme ça. Nous, on essaie de dire non, attendez, c'est pas le but. On n'est pas dans une dimension statutaire. Donc c'est-à-dire que pour faire émerger une culture d'innovation dans l'agence, il faut aussi avoir cette ambition de dialogue avec tout le monde. Et donc on travaille vraiment avec tous les praticiens dans l'agence pour vérifier. Certains ont des marottes ou sont des nerds sur certains domaines, et ça peut être complètement en résonance avec des thématiques sur lesquelles on travaille. Donc on a comme ça un enjeu de posture aussi d'ouverture pour qu'on ne soit pas insulaire, quoi. C'est pour répondre à la question sur est-ce que c'est des mondes séparés? Non, surtout pas. Et puis sur la question de l'investissement dans les projets, alors ça c'est un vrai gros enjeu d'expérience, parce que dans une autre agence auparavant j'ai vécu les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est très facile de commencer à travailler avec les architectes d'intérieur, avec les designers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que y a un enjeu de problématisation, de rapport aux usages, sur des choses un peu intangibles parfois, qui font qu'ils sont très sensibles aux méthodes de recherche en sciences sociales notamment, et on met un petit peu plus de temps avec les architectes. Parce que, je dis toujours, les chefs de projet ou direction de projet en architecture sont très souverains. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent l'ensemble du process, c'est beaucoup de pression, et souvent, nous, on arrive et on nous dit attendez, on a un dépôt de permis de construire, il ne faut pas non plus qu'on passe 10 000 ans à se poser des questions sur tel et tel enjeu. Donc, on a tout un travail de remonter le courant. Ça marche assez bien au bout d'un an en général, où justement là on est beaucoup plus légitime, et puis finalement on vient nous chercher, et l'idée c'est de faire en sorte de vraiment faire un compagnonnage entre les membres des équipes de recherche et les membres des équipes de projet, pour que tout ça devienne en fait tout à fait naturel. Et pour les équipes de recherche, on dit toujours de se mettre au service de l'équipe du projet pour comprendre le tempo, comprendre les enjeux, comprendre aussi les enjeux du client, et pouvoir y répondre au mieux dans le rythme possible du projet. Mais ça, c'est pas toujours facile. Je pense qu'on a un fonctionnement assez similaire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'accompagnement ou du compagnonnage. Ceci dit, nous, on n'est pas 6 personnes dédiées, donc je suis le seul à être à temps plein. Armelle Lemoli, qui s'occupe de la communication et de la stratégie, donc finalement, elle a très peu de temps de production. Et puis, on a des personnes, il y a David Hénon, qui est depuis longtemps à l'agence, qui a toujours participé aux rédactions d'articles, etc., qui lui profil hybride, il a fait urbanisme et archi, il sait écrire, il sait théoriser, il sait problématiser. On a aussi une partie des directeurs de projet, notamment projets urbains, qui savent aussi écrire, parce qu'en fait rendre un projet urbain, c'est rendre une notice de 100, 150 pages, donc en fait ils savent écrire, et ils savent pas forcément toujours problématiser, aller à un niveau d'écriture scientifique, mais parfois on fait des coécritures. Et puis après, sur les questions concrètes, comme moi j'ai peu de temps, pour l'instant il y a un projet où il y a un protocole que je suis, donc je viens ponctuellement avec les équipes au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et si on veut vraiment faire de l'accompagnement sur tous les projets, parce que finalement, en tout cas sur le projet urbain, on est sur des... Je ne dis pas qu'il y a toujours des nouvelles questions, mais le front de la recherche, il avance assez vite sur les questions environnementales, carbone, etc. Donc quand il y a un nouveau projet qui est gagné, qui part pour 10 ans, il y a moyen de mettre en place une recherche. On a un long terme, c'est des contrats de 10 ans. Il y a même moyen éventuellement de trouver un doctorant spécifique. Ça, on l'a pas fait. C'est tout un tas de choses que j'aimerais bien faire, mais je pense que la taille de l'agence, elle limitera quand même un peu la capacité à atterrir plus. Donc il y a des projets qui partent comme ça et qui sont plus ou moins... Donc il y a une transmission. Hein. Les directeurs, les associés de l'agence, ils transmettent énormément de manière informelle dans le travail, tout un tas de choses, mais c'est pas formalisé. Voilà.
juste une minute, parce que ça pose aussi un certain nombre de questions, effectivement sur les questions de la taille de l'agence, la taille déjà de la structure, puis aussi en termes de compétences. C'est vrai que faire venir des compétences, il faut déjà avoir la possibilité de le faire dans le temps long. Après, il y a aussi l'intérêt de faire venir des compétences très ponctuellement. Donc, je crois que vous faites aussi ça, c'est-à-dire vous invitez ou vous dialoguez avec des chercheurs qui sont spécialistes de leur champ, parce qu'il y a quand même cette question-là. Donc c'est aussi deux choses assez différentes dans la démarche. Donc je ne sais pas si à un moment on peut en discuter, parce que tout ne se passe pas dans le pôle recherche en fait. Enfin, d'autant plus quand il est modeste. Mais en tout cas, ce que justement, c'est intéressant de dire que cette image de évangéliser l'agence, mais c'est peut-être même un peu aussi au-delà. Enfin, c'est surtout aussi sortir de la boîte noire de l'agence pour aller Enfin, moi, c'est ce que je trouve qui est assez intéressant et que je commence à voir qui est intéressant, c'est que la recherche permet aussi ça. C'est-à-dire ça permet aussi d'affirmer ou de commencer un autre partage de la production, de la connaissance, et d'aller ensuite dialoguer avec d'autres qui peuvent être des chercheurs, évidemment, principalement. Mais ça, c'est un travail sans doute de longue haleine pour tisser des liens avec des laboratoires, tisser des liens, voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Mais ça, je trouve que c'est très intéressant de le comprendre un peu comme un réseau, et avec effectivement des gens qui sont en interne. Qui est en interne? Est-ce que ça existe un chercheur généraliste d'une certaine manière qui pourrait passer d'un projet à l'autre? Alors ça dépend des projets qui sont menés au sein de l'agence. Ça veut dire définir aussi des priorités, des thématiques. Enfin, c'est toute une logique intellectuelle qui est assez intéressante. Oui, il me semble que ça pose vraiment la question du rôle du coup du chercheur. Est-ce que c'est un rôle, s'il est généraliste, plutôt d'apport méthodologique au sein d'une agence, et il pourra jamais être généraliste sur l'ensemble des aspects qui seront traités, mais il pourra apporter un éclairage et peut-être aiguiller sur une structuration et une manière de penser la recherche. Plus qu'une spécificité sur une thématique, ou alors cette spécificité, je regarde Katharina parce que voilà, elle a vraiment une coloration particulière, va apporter un appui sur l'ensemble, sur cet axe du pôle recherche, et puis après une ouverture et une méthodologie sur les autres axes. Oui, c'est juste parce que c'est vrai que moi je me retrouve un peu dans ce rôle-là de me dire, mais finalement sur telle question, qui est-ce qu'on peut aller voir? Et ça aussi, c'est une question évidemment, il faut être un peu familier finalement de tout soit du monde académique ou d'autres choses. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un rôle assez intéressant, quoi, de dire qu'il y a une personne dans l'agence qui peut servir aussi ça, faire un peu d'interface, qui va dire on peut aller voir un tel, etc. Oui, vas-y David, juste j'interviens un moment pour dire que lors des échanges qu'on a eus, certains se sont aussi présentés comme un peu managers de la recherche, et justement dans cette visée-là, de pouvoir aller cibler les bonnes personnes au sein de l'agence et aussi à l'extérieur dans cette logique de réseau, et d'apporter cette dimension-là. Oui, ce point est important, parce que je pense que quand justement l'expérience du doctorat est une expérience de formation à la recherche par la recherche, et souvent la question se pose sur les carrières après, si on fait une carrière publique ou une carrière privée. Et en fait, dans les carrières privées aujourd'hui, parce qu'on est en France et qu'on a quand même ces incroyables possibilités de pouvoir travailler dans des agences avec des incitations et compagnie, en fait, on a des rôles qui ne sont pas si éloignés de ceux qu'on pourrait avoir en laboratoire. Et ça passe par l'exercice de la gestion de la recherche. Donc, on a tous parlé du crédit impôt recherche, cette espèce d'exercice poétique et fiscal à la fois. Et donc, on a aussi, ça c'est le volet le plus bureaucratique, j'ai envie de dire des choses, mais derrière, il y a toute cette idée de la mise en réseau, du dialogue, de l'identification des profils, de la structuration des rythmes, qui sont des choses qu'on retrouve aussi dans des laboratoires, sauf que là, on le fait dans une entreprise. Et cette idée d'être un manager de la recherche, c'est pas quelque chose d'antithétique avec nos métiers, mais c'est vrai que ça peut nous décoller de nos spécialités ou de nos thématiques propres. Et souvent, c'est pas mal d'être au courant de ça avant de faire ce métier, parce que c'est une part importante. Mais comme je vois mes collègues archi, c'est pareil, hein, quand ils deviennent directeurs de projet, ils font autant du projet archi qu'ils font de la gestion. C'est juste un parcours professionnel finalement assez lambda, d'une certaine manière. Mais il faut l'avoir en tête, parce que ça fait vraiment partie de l'incorporation du métier dans ces agences. David, tu voulais réagir?
voulais sur la question d'aller chercher à l'extérieur. En fait, sur les projets urbains, on est déjà dans certains cadres avec des équipes pluridisciplinaires où il y a des chercheurs. En fait. De plus en plus d'ailleurs, on nous demande, même donc c'est des cadres des marchés de maîtrise d'œuvre, mais on a déjà dans l'équipe de base des chercheurs. Donc ils font pas parfois ils nous apportent juste des questionnements, etc. Mais parfois justement on profite de ce contexte-là pour développer des questions spécifiques en marge du projet. Il nous reste assez peu de temps, mais je vais quand même juste ouvrir sur 2 questions, une plutôt sur la méthode et puis une autre sur les outils. Puis après, peut-être qu'on ouvrira le débat à la salle et puis on pourra évoquer d'autres thématiques comme les livrables ou d'autres sujets qui vous intéressent. Il y a une question qui moi, m'interpelle beaucoup, qui est comment est-ce que vous interprétez la notion de la problématique dans vos travaux de recherche à l'agence au quotidien? Parce qu'on sait bien que c'est par cet angle-là, souvent, qu'on formalise la recherche et que c'est souvent quelque chose qui a du mal à atterrir, entre guillemets, sur les projets d'agence ou dans notre manière de concevoir la recherche à l'agence. Celui ou celle qui se... Allez, c'est pas une question très simple, donc je suis désolée. Nous, on a, comme dit Étienne, une poétique différente. Ça s'appelle incertitude ou verrou. Alors c'est encore mieux. Mais en tout cas, pour les déclarations crédit impôt, c'est comme ça. Mais ceci dit, pour moi, c'est la question de la problématique, ce qu'on apprend à faire pendant le doctorat ou même en master, parfois. Ça dépend de la filière. Disons que les problématiques de recherche fondamentale qu'on développe donc plutôt en discussion avec les associés qui ont un peu cette historique aussi. Je pense qu'il n'y a pas de différence. C'est la même manière que si on était dans un laboratoire public académique. Il y a un travail d'état de l'art, un travail de définition des mots, etc. De partir d'un contexte et essayer de le problématiser. Et par contre, quand on est sur des questions vraiment techniques, les verrous techniques, là, j'avoue que pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait... En tout cas, on ne se fait pas très bien comprendre. Ce qui est compliqué, c'est que le développement expérimental, ça découle en gros d'une opération qu'on n'arrive pas à réaliser parce qu'on manque... Il y a un verrou technique et on manque de connaissances. Mais comme si on suit la logique du CIR, en fait, la connaissance, c'est la connaissance qui est dans les revues scientifiques. Comme énormément de la connaissance architecturale n'est pas dans des revues scientifiques, c'est assez facile de démontrer que la connaissance n'existe pas. Parce que s'il faut aller feuilleter AMC pour trouver... voilà, donc du coup, il y a une espèce de truc qui se mord la queue, parce que du coup, pour problématiser, moi, j'arrive avec la méthode un peu classique, et je dis, l'état de l'art est très lacunaire, donc on a besoin de faire de la recherche. Ce qui est à moitié vrai, parce que si on considère qu'il y a une forme de connaissance qui est quand même disponible dans les revues professionnelles, et elles ne sont pas toutes de même niveau en plus, à ce moment-là, il y a quand même une forme d'état de l'art. Donc, je pense que ça, c'est des problèmes. De même qu'en fait, quand on fait une thèse, notamment plutôt dans la question de théorie, on va mettre dans la bibliographie des gens comme Rem Koolhaas, qui n'a pas docteur, on va mettre New York Délire, etc. Et on va mettre à côté des articles de recherche. Cet amalgame de traités de théoriciens et puis de textes qui seraient scientifiques, on le fait. Et en fait, je pense que il y a vraiment un sujet sur comment on fait un état de l'art dans un champ qui n'est pas, on le voyait sur les études de statistiques de publication, il y a tellement moins de publications dans les autres disciplines que on peut tout de suite démontrer que l'état de l'art est lacunaire. Oui, très souvent en recherche, on dit que c'est pas tellement la réponse qui compte, qui est poser la bonne question. Et donc, d'où, je pense, une sorte d'antithèse dans cette question-là, parce que déjà, elle a posé la question originale et nouvelle,
c'est déjà une recherche en fait en soi. Et donc, je pense que c'est ça qui est très compliqué aussi de faire valoriser de point de vue CIR, justement, c'est que déjà poser une question originale et formuler une problématique, c'est-à-dire connaître ce qui n'est pas répondu, c'est déjà en soi une expertise en fait. Et donc d'où cette antithèse assez compliquée, c'est-à-dire que en fait, on va nous exiger le développement des solutions, alors que poser la question, c'est déjà une sorte de procédé intellectuel très riche. Voilà. C'est vrai que c'est une question qui est jamais très simple. D'une part parce qu'au sein de l'agence, c'est pas forcément quelque chose de passionnant à développer, à déployer avec les collaborateurs. Donc il y a un peu en deux temps, quoi. Il y a identifier le problème sur lequel on veut travailler, et puis ensuite, quand on veut le formaliser, on peut aller très loin dans la formalisation de la problématique. Pour ma part, j'assume que le travail pour le CIR est un travail qu'on fait un petit peu plus dans l'ombre, dans le sens où recenser l'état de l'art, etc. Enfin, passer des heures avec les collaborateurs pour leur expliquer, franchement, on perd plus du temps qu'autre chose. En revanche, c'est vrai que ça nous aide quand même l'exercice pour dire, non, attendez, ça, on va pas réinventer la poudre, ça a déjà été fait, etc. Donc cette question de la problématisation, c'est bien de l'isoler, de le faire dans les bonnes règles, même si effectivement, il ne faut pas que ça freine non plus l'élan de curiosité qui est lié à un élément inédit ou de verrou. C'est vrai qu'on dit le verrou scientifique, c'est très Frascati et compagnie, mais ce qui est bien, c'est aussi l'élan de curiosité qui anime les collaborateurs. Il ne faut pas leur couper l'herbe sous le pied en disant attention, il est où l'état de l'art. Donc ça, c'est quelque chose à la limite nous qu'on produit pour eux aussi, pour vraiment bien s'assurer que tout est bordé et aussi pour donner du coup des inspirations. Ça arrive très souvent. Merci beaucoup. Du coup, on va passer plutôt la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'en ai plein en stock. Donc, Et il y en a plein sur le Teams aussi, mais je fais passer le micro. Bonjour. Déjà, merci d'être là. Je me posais une question parce que là, moi, ce que je retire des échanges, c'est que la recherche est principalement appliquée en architecture. Du coup, c'est de la recherche sur l'architecture. Du coup, la question que moi, je me pose, c'est est-ce que il y aurait une place pour une recherche sur les architectes? En gros, en fait, prendre un pas de recul et puis se poser la question de la réflexivité sur la pratique. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de crédit impôt recherche. Je pense que on est conscient que il y a beaucoup d'agences qui commencent à faire la recherche puisqu'il y avait un soutien de financement par l'État qui est le crédit impôt recherche. Alors, en même temps, en fait, aussi on considère que c'est un outil financement, mais parfois c'est aussi un frein pour la recherche, c'est-à-dire quand parfois on a des contrôles, parfois on n'arrive pas à juger l'éligibilité du dossier, donc ça pose des problèmes. Donc comment sortir de cette cercle un peu bizarre? Donc je veux savoir votre vision sur ces outils financiers de la recherche. Alors, dans la continuité de cette question financière qui intéresse beaucoup, évidemment, on a une question qui vient de Benoît Vandelbult qui demande « Pourriez-vous expliquer les modes de financement plus précisément de ces pôles recherche dans vos agences ?» Plutôt orienter la question pour TVK et LAN. Est-ce que vous n'avez pas assez spécifié ces choses-là? Et puis, une petite question un peu provocatrice de Monsieur Gorcea qui demande quels arguments pour une agence d'architecture pour s'engager dans un CIFRE à la place ou en plus d'un CIR? Est-ce que la question financière rentre dans ces questions-là aussi? Moi, je vais répondre rapidement. Oui, sur le crédit impôt recherche, c'est une vraie chance. C'est un choix de politique publique. Alors ça, je le dis en tant que chercheur. Il y a des lois de programmation sur la recherche qui créent beaucoup de controverses, donc je suis un peu du mauvais côté là. Mais grosso modo, à mon sens, le crédit impôt recherche, c'est une chance, c'est un effort national qui est fait et il faut le souligner.
Alors ensuite, l'application au secteur de l'architecture, c'est moins une chance. Parce que c'est vrai que pour rentrer dans les canons, etc., c'est complexe. Je pense qu'on touche à des questions sensibles sur la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales. Et il faut avancer, l'État a avancé sur le sujet, les agences doivent avancer. On est aussi sur un contexte très français de PME. Donc du coup, il y a des règles, des pratiques de gestion qu'appelle le crédit impôt recherche, qui sont très faciles, qui sont plus simples quand c'est un grand groupe, parce qu'il y a plein d'éléments qui permettent de piloter ça, et qui sont moins simples quand c'est des PME, et encore plus quand c'est des PME qui ne sont pas des PME industrielles. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est un apprentissage. Je pense qu'il faut un bon dialogue avec l'administration sur le sujet. Il y a toute une question de formalisme administratif qui est vraiment pas simple à gérer, qui fait partie de notre travail aussi. Mais bon, on apprend en marchant, hein, donc ça c'est quelque chose d'important. Pour ce qui est de la différence entre CIR et CIFRE, moi je ne ferai pas la confusion entre les deux. Le CIFRE, c'est une formation à la recherche dans l'entreprise et c'est pour des agences d'architecture, ça appelle un certain travail quand même de dialogue avec des laboratoires pour s'assurer que les doctorantes et les doctorants vont avoir les meilleures conditions possibles d'exercice de réalisation de leur thèse. Ça appelle plus au recrutement de chercheurs dans les entreprises parce qu'on est plus capable quand même d'assurer ce dialogue de par nos métiers. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal pour valoriser notre existence. Mais grosso modo, c'est pas la même chose. Je pense qu'il ne faut pas trop confondre. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la CIFRE facilite l'obtention du CIR sur certains budgets parce qu'elle est considérée comme un indicateur très élevé. Il y a peut-être une question, la première question à laquelle on n'a pas trop répondu, il me semble, mais peut-être qu'en fait, ça rejoint plutôt la question de la sociologie de la profession, il me semble, qui est par exemple une question qui est énormément traitée par le LET, dont fait partie Véronique Bio, qui était là ce matin. Voilà, c'est peut-être un angle, mais je ne sais pas si vous voulez répondre sur cet aspect-là. Moi, si juste dire que c'est des recherches qui sont intéressantes, mais que l'agence qui déjà a des problèmes de financement ne peut pas s'autoriser en fait. Je pense que c'est difficile, ça peut arriver dans des grands groupes qui aient des recherches sur le métier, mais dans une petite PME de 50 personnes, nous on ne prendra jamais ce profil-là de CIFRE parce qu'on a besoin de produire des connaissances beaucoup plus opérationnelles liées à la pratique directement. Par contre, je pense que c'est des champs. Du coup, ça pose la question de la répartition entre professions. Où sont les thèses et comment elles sont financées en fonction de toutes les disciplines. Oui, merci beaucoup pour vos retours d'expérience très, très intéressants qui montrent la diversité de ces formes hein, de pratique de la recherche dans les agences. Moi, je voulais rebondir sur deux aspects. Alors, un premier aspect très court qui est plus donner de l'information, parce que j'ai bien entendu la remarque sur la rareté des publications scientifiques en architecture hein, par rapport à d'autres disciplines et également le fait que dans certaines revues professionnelles, effectivement, on peut trouver matière à connaissance. Donc, je voulais, par rapport à ce constat que je ne contredis pas, mais je voulais vous signaler que, vous le savez sans doute pour certains d'entre vous, les laboratoires de recherche publics sont évalués par le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche et les laboratoires des écoles d'architecture, bien sûr, également. Et vient d'être élaboré et publié en ligne le guide des activités et produits de la recherche en architecture, donc qui est un document cadre, un guide, pardon, qui a été élaboré par des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture, mais également des représentants des différentes sections CNRS où sont inscrites l'architecture de manière directe ou indirecte, des sections du CNU, etc. Enfin, tout un ensemble d'acteurs scientifiques du monde universitaire et des écoles nationales supérieures d'architecture. Et donc, les discussions, et le ministère, bien sûr, a participé également à l'élaboration de ce guide. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Il est en ligne. Hein, tous les guides disciplinaires sont en ligne sur le site du HCERS. Et ce qui était intéressant, justement, par rapport aux publications, c'est qu'on n'a pas du tout écarté les revues professionnelles. Parmi les revues qui comptent en matière de publications scientifiques,
sans bien sûr les assimiler à des publications scientifiques, mais en fait en hiérarchisant. Donc il y a effectivement au premier rang, il y a les revues scientifiques de rang A, patentées, avec comité de lecture, expertise à l'aveugle, etc. Et puis une gradation qui intègre également des catalogues d'exposition, comme on a vu là l'exemple du travail sur Haussmann à l'Arsenal, qui sont des catalogues qui ont mobilisé des connaissances, des recherches, etc. Et des revues professionnelles. Alors, je me souviens un peu dans quel est l'ordre exact, mais en fait, c'était plus une question de hiérarchie. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on fait un état de l'art dans le cadre d'une recherche en entreprise et en particulier en agence d'architecture. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est par rapport à ce que j'ai entendu de la part donc d'Adrien Ravon et Marc-Antoine Durand. Moi, je crois beaucoup aussi, bien sûr, à cette mise en réseau des agences d'architecture qui font ou qui veulent se lancer dans des pratiques de recherche. Et bien sûr qu'il y a les laboratoires publics des écoles d'architecture, mais pas que, qui sont des acteurs indispensables, incontournables, et qui, pour certains, je pense, ont une appétence de travailler avec les agences sur des questions de recherche de manière ponctuelle ou plus pérenne, etc. Et d'ailleurs, même si on peut critiquer beaucoup la nouvelle loi de programmation de la recherche qui a été publiée cette année par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, cette LPR s'accompagne quand même d'un certain nombre de nouvelles mesures et de textes qui sortent là en ce moment au fil de l'eau, et notamment des textes qui permettent à des chercheurs de laboratoires publics d'être détachés ponctuellement sur des durées à négocier dans des structures privées, des entreprises privées. Et donc, je pense que pour mettre en place des collaborations ponctuelles entre laboratoires de recherche publique et entreprises, une collectivité, bien sûr, il y a des cadres qui sont en train d'être mis en place pour clarifier et encourager ce type de collaboration publique-privée. Et donc, je termine juste avec une question pour Adrien, parce que vous avez présenté la structure parallèle de l'agence MVRDV comme un think tank et pas comme un laboratoire de recherche. Ce think tank a été accueilli par la TU Delft, et je me demandais quelle a été la réaction du laboratoire de recherche en architecture ou des laboratoires de recherche en architecture de ce département universitaire, et comment est-ce que le think tank travaille avec les laboratoires du département ou pas. Enfin, du coup, comment est-ce qu'il y a articulation avec les structures académiques, entre guillemets, qui existent, qui étaient préexistantes à l'université? Oui, elle s'inscrit. On fait partie du département d'architecture donc de la TU Delft, dans lequel il y a plusieurs sous-départements, plusieurs chaires. Nous, on aime bien cette idée de laboratoire d'idées, de think tank qu'on utilise, mais on est une chaire dans le département d'architecture, comme il y en a plein d'autres. Une chaire ? Ouais. Voilà. On a accueilli des doctorants, on n'en a accueilli plus aujourd'hui. Mais si. Je me fais à nouveau porte-parole des questions des nombreuses personnes qui nous suivent à distance. Une question de Sophie Mulot. Bonjour, dans le cadre d'une recherche par le projet à l'initiative d'une agence, si la maîtrise d'ouvrage n'est pas sensibilisée à l'intérêt de la recherche, comment l'agence peut-elle financer le coût de la recherche ou amener la maîtrise d'ouvrage à en prendre en charge une partie? Quelles sont les pratiques les plus courantes à ce sujet, sachant que ce sujet-là a été un peu esquissé déjà par Étienne. Une deuxième petite intervention d'Olivier Selnick qui est intervenu ce matin pour l'Ordre des architectes, qui nous signale qu'il n'a pas eu l'occasion de dire qu'il songeait à accueillir des doctorants dans le cadre d'un CIFRE au sein même du Conseil de l'Ordre pour réfléchir avec eux sur l'évolution en cours et future de la profession et son rôle au service du public. Donc peut-être un élément de réponse pour la question qui a été posée au départ. Et j'en profite pour poser une petite question plus personnelle. Ah non, pardon, j'ai oublié. Il y a aussi une autre question qui demande comment, ici on parle de très grandes agences, quid des agences de petite taille
qui sont la très grande majorité des structures, mais je pense qu'on a vu aussi quelques exemples ce matin de CIFRE qui s'engageaient dans des petites agences de recherche. Et puis une dernière petite question. On a vu que certains d'entre vous essayaient de mettre en place des partenariats avec des laboratoires de recherche et donc cette caution scientifique et ce rôle un peu de passeur entre la pratique et la théorie, et à quel moment on n'est plus ni chercheur ni praticien et on devient vraiment ce traducteur, et à quel moment on assume ce rôle-là et on n'est plus vraiment ni dans la recherche ni dans la pratique. Peut-être sur la dernière question, mais après, c'est des choses sur lesquelles peut-être on peut se projeter parce que c'est des choses qui vont arriver. Je pense par exemple, je vais passer qu'il y a un ANR qui passe sur la question du logement où effectivement c'est une invitation en fait à travailler entre laboratoire académique et agence. Donc c'est des choses qui existent. Je ne sais pas si c'est être ni dans l'agence ni non, c'est peut-être au contraire être le traducteur, c'est celui qui assure un passage. Donc il y a une vraie situation, hein, il existe. Donc je ne sais pas trop comment répondre à ça. En tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser à venir, parce que je pense que ça va aller dans ce sens-là. Il y aura de plus en plus de possibilités. Je pense que toi, tu en parlais, pour répondre à des appels d'offres. Donc cette capacité aussi à avoir une connaissance préalable d'un certain réseau pour pouvoir identifier des bonnes personnes, etc. Bon, ça ne veut pas dire que tu es juste une espèce de VRP de l'agence qui va. C'est pas forcément ça. Hein, je pense que c'est des choses qui vont se développer. Puis je pense qu'il y a des champs thématiques aussi sur lesquels tu commences à gagner des compétences, même si effectivement, comme ça a déjà été dit, un travail de thèse, un travail on t'incite vraiment à préciser une question, à devenir vraiment spécialiste de ta question, et là, ça nécessite quand même d'ouvrir un peu plus le champ, quoi. Et pendant que tu as le micro, sur la question justement de la pédagogie auprès de la maîtrise d'ouvrage, est-ce que le fait de publier soit une revue comme Stream, soit un livre comme Paris Haussmann a permis d'être support de cette pédagogie auprès des maîtrises d'ouvrage? Alors pour répondre oui, sur le livre, Haussmann, je ne sais pas si c'est une pédagogie vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage, mais en tout cas, c'est aussi une manière de se présenter, c'est-à-dire de parler à un maître d'ouvrage. Alors, pas forcément des maîtres d'ouvrage, mais ça peut permettre aussi de dialoguer avec des collectivités d'autres villes, finalement, de dire, voilà, on peut cultiver un regard sur une ville, que le projet d'architecture peut engager aussi un certain nombre de questionnements à une échelle plus grande sur, bon, voilà, par exemple, l'identité d'une ville. Donc, c'est aussi une manière, effectivement, de se présenter. Aujourd'hui, par exemple, ça fait partie des choses qui permettent de présenter l'agence, clairement, au même titre que des projets. Hein. Ça, c'est... Oui, le stream a beaucoup aidé à nous positionner par rapport à certains donneurs d'ordre sur le fait qu'il y ait des capacités de dialogue scientifique, de recherche dans l'agence. Pour ce qui est de la prise en compte par la maîtrise d'ouvrage, il y a moins à se battre qu'on peut le croire, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes sont plutôt, savent que y a plein de questions qui se posent, qu'il y a plein d'incertitudes et que la recherche est un métier aidant à la compréhension, en tout cas, des incertitudes. Et peut-être pas leur résolution, mais ça montre quand même, ils commencent à comprendre aussi qu'il y a des méthodes, même sur les recherches en sciences sociales, qui sont souvent très très mal connues par les donneurs d'ordre. Ils comprennent que derrière, il y a des méthodes, que c'est plus rigoureux qu'un sombre consultant qui dit des choses comme ça sans être appuyé sur des protocoles de recherche ou sur des démarches qui sont opposables d'une certaine manière. Donc chez les maîtrises d'ouvrage, il y en a qui effectivement ne sont pas du tout sensibles. Nous, notre agence est très exposée au marché privé plutôt qu'à la commande publique, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent dans la manière de traiter et de négocier. Et ce qui a bougé, c'est que le fait d'avoir une production intellectuelle nous permet aussi d'avoir des interlocuteurs qui changent.
Donc, on s'adresse plus facilement aux CEO des entreprises, là où avant, c'était plutôt les directeurs immobiliers, parce que les enjeux sont considérables, que la prise de risque est importante, et du coup, le fait d'avoir un ancrage dans la recherche et dans le dialogue théorique est aussi quelque chose qui est assez attendu, parce que finalement, c'est aussi se muscler face aux incertitudes. Je veux bien faire le pendant sur la commande publique. Et c'est vrai que je pense ça serait intéressant. Je reviens toujours au cadre du projet urbain où on a un accord, un marché cadre dans lequel ensuite il y a des marchés qui sont passés et qui peuvent évoluer parce que quand ça dure 10 ans. Et je pense pas que ça existe. En tout cas, je n'ai pas vu passer qu'il pourrait y avoir un de ces marchés qui serait recherche. Et je trouve que ça serait vraiment intéressant que dans ce genre de projet où il y a le temps en fait aussi de faire vraiment une recherche de fond, la commande publique puisse passer à un marché subséquent ou sur de la recherche. Donc plutôt du développement, hein, mais des questions vraiment concrètes. Et c'est plutôt pour l'instant que sous forme d'AMI ou d'aide composée par l'extérieur. Et en fait, des gros commandeurs publics de type des grandes métropoles. En fait, je pense qu'ils pourraient totalement intégrer ça. Ils ont aussi eux-mêmes des chiffres dans leurs services, etc. Il y a un environnement et je pense que c'est une question ouverte parce que peut-être que ça existe, mais si ça n'existe pas, que quelqu'un à qui s'adresser pour faire que ça existe, je pense que c'est intéressant. Oui, si je peux répondre aussi rapidement, je pense que c'est une vraie chance d'avoir une possibilité d'un dialogue avec le client. Et donc, en fait, c'est pas souvent que c'est le cas dans les agences d'architecture. Et donc, justement, je pense que si on a cette possibilité de dialoguer justement avec le client, avec la personne qui interroge, si pratique aussi, il s'interroge sur le futur de son bâtiment. Et donc, c'est dans ce cas-là, en effet, on peut vendre les missions de recherche et faire valoriser cette recherche-là. Alors que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans le marché public, surtout quand on est censé de répondre en commande par un concours avec les termes de réponse très, très courts. Donc, c'est plus le lieu de développement, en fait, où on est censé amener les réponses déjà développées très rapidement, en fait, dans le projet et prouver que ça va fonctionner tout de suite, sans un texte, sans rien du tout. Et donc, éliminer toutes les questions, justement, recherche par le projet très rapidement. Qui est un peu dommage. Donc, voilà. Donc, s'il y aura une évolution aussi des marchés publics dans ce sens-là, ce serait super. Mais en tout cas, aujourd'hui, la différence entre recherche et développement, je pense que c'est aussi la différence entre le type de marché dans lesquels on opère. Écoutez, un grand merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On a pu voir la diversité qu'il pouvait y avoir de ces structurations de pôles en fonction des tailles des agences, mais aussi du type de commande auquel vous avez accès, en fonction du type de programme auquel vous répondez. Donc, tout ça nous passionne, en tout cas, nous, comité d'organisation, et j'espère vous aussi dans la salle. On va faire une petite pause là d'une dizaine de minutes, c'est ça? Une dizaine de minutes. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans la cafétéria, il y a des posters qui sont affichés, qui ont été réalisés pour la journée d'études. Vous êtes invités à aller les consulter. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes.